Le 9 mai 2026, le président russe, Vladimir Poutine, s'est tenu sur la place rouge pour commémorer le jour de la victoire, sans doute la date la plus sacrée du calendrier politique russe. Mais la célébration du 81e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie était très différente des années précédentes. Pour Poutine, ce défilé a été moins une commémoration qu'une occasion de montrer au monde la puissance militaire et la portée géopolitique de la Russie. Ce second aspect était important car la liste des invités a été créée pour montrer quel pays était encore aligné avec la Russie. Cette année, la réponse était pratiquement personne. Le défilé lui-même n'a duré que 45 minutes. Il n'y avait ni chars, ni lance-missiles, ni blindés lourds roulant sur les pavés. À la place, le défilé était strictement composé de soldats russes défilant aux côtés de soldats nord-coréens et de personne d'autre. La liste des chefs d'État étrangers présents à l'événement a aussi été réduite. Seul le roi malaisien sultan Ibrahim Iskandar, le président laotien Tonglun Sisulit, le président kazakh Kassim Jomart Tokayev, le président ouzbek Chavkat Mirziyoyev et le dirigeant autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko ont assisté aux festivités dans la capitale russe. Pendant ce temps, le premier ministre Robert Fico de Slovaquie, un membre de l'Union européenne, a visité le mémorial du soldat inconnu situé juste à l'extérieur du Kremlin, plutôt que d'assister aux festivités sur la place rouge. Seulement 3 ans plus tôt, en 2023, les 5 présidents d'Asie centrale s'étaient rendus à Moscou pour se tenir aux côtés de Poutine. Ils l'ont refait en 2024 et encore en 2025. Pour 2026, le Premier ministre arménien, invité, a prévenu Poutine un mois à l'avance qu'il était trop occupé parce qu'il faisait campagne chez lui. Ces espaces vides qu'à côté de Poutine racontent silencieusement une histoire que le Kremlin ne veut absolument pas que vous voyiez. Parce que pendant que le monde observe les lignes de front en Ukraine, une catastrophe plus silencieuse et plus lente se déroule dans le dos de la Russie. Un pays après l'autre, du Caucase à l'Asie centrale en passant par les Balkans, s'éloigne. L'alliance que la Russie a mis 30 ans à construire est en train de se défaire. Voici comment Poutine perd ses derniers alliés et pourquoi Moscou commence à paniquer. Commençons par l'Arménie, car l'Arménie est la trahison que Moscou n'a jamais vu venir. Pendant des décennies, l'Arménie était aussi proche de la Russie qu'un pays pouvait l'être. Elle accueillait une base militaire russe et dépendait de Moscou pour sa sécurité. Elle faisait également partie de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, ou OTSC, qui était la réponse de la Russie à l'OTAN. Son énergie, son commerce, sa survie même, semblaient liés au Kremlin. Si la Russie avait un véritable allié dans le Caucase du Sud, c'était Erevan. Puis vint 2023. Pendant des années, l'Arménie avait compté sur la Russie pour la protéger dans son long bras de fer avec l'Azerbaïdjan voisin au sujet de la région disputée du Haut-Karabakh. Des forces russes de maintien de la paix étaient présentes dans la région à cette fin. Mais quand l'Azerbaïdjan a lancé son offensive et pris le territoire, les Russes n'ont rien fait. Pour des millions d'Arméniens, cela semblait être un abandon et contredisait les accords signés avec la Russie après l'indépendance de l'Arménie. Ce fut le point de rupture qui a poussé l'Arménie à se détourner. En février 2024, Erevan a gelé sa participation à l'OTSC, l'alliance qui était censée être son bouclier. Notez bien le terme, gelé. L'Arménie n'a pas formellement rompu le traité, mais elle ne s'y présente plus, ne paie plus sa contribution et ne fait même plus semblant de croire à l'alliance. Le Premier ministre Nikol Pachinian a commencé à se tourner vers l'Ouest, vers l'Union européenne et les États-Unis. Il a commencé à acheter des armes à la France et à l'Inde au lieu de la Russie. Et en 2026, il a commencé à envisager d'autres alliances pour la défense militaire. L'Arménie a accueilli le sommet de la communauté politique européenne à Erevan. Des dizaines de dirigeants européens sont venus en avion. Parmi eux se trouvait le président français Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier président ukrainien à mettre les pieds en Arménie depuis 24 ans. Ainsi, l'Arménie, qui était sans doute un ancien État client de la Russie, a déroulé le tapis rouge pour le dirigeant que la Russie tente de détruire. Le sommet a également été un élément clé dans le rapprochement de l'Arménie vers l'Occident, puisque Pachinian a promis qu'il négocierait la suppression des visas entre son pays et l'UE en à peine 2 ans. Quelques jours plus tard, Pachinian n'a pas assisté au défilé de la victoire à Moscou. Les responsables russes ont réagi vivement, accusant l'Arménie de favoriser des propos anti-russes et d'aller contre l'esprit des relations bilatérales. Poutine a proposé que l'Arménie organise un référendum sur son avenir européen, puis a comparé l'Arménie à l'Ukraine, rappelant que, selon lui, la guerre en Ukraine a débuté lorsque Kiev a voulu rejoindre l'Union européenne. C'était moins un conseil qu'une menace.
Mais voici ce qui devrait le plus inquiéter Moscou. Fin mai, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a atterri à Erevan et, aux côtés du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, il a signé une charte sur le partenariat stratégique global entre les États-Unis et l'Arménie. Cela a lancé un cadre pour un accord sur ce qu'on appelle la route Trump pour la paix et la prospérité internationale, ou TRIP. En gros, il s'agirait d'un corridor de transit traversant à la fois l'Arménie et l'Azerbaïdjan, servant de base à un accord de paix entre les deux nations, ce que la Russie n'a pas réussi à accomplir depuis une décennie. Pire encore, le TRIP donne également la priorité aux projets qui traitent et exportent le minerai extrait en Arménie à l'intérieur du pays, plutôt que de l'expédier vers la Chine. Cela pourrait priver à la fois la Russie et la Chine de ressources précieuses et donner à l'OTAN l'accès à des infrastructures de transport vitales reliant l'Asie centrale et l'Europe. En un seul coup, la Russie a perdu non seulement un allié, mais aussi une partie de son contrôle sur le Caucase, l'accès aux minerais, et une partie de sa capacité à transporter des marchandises à travers l'Asie centrale, ou du moins à dicter la destination de ces marchandises. Mais si l'Arménie est leur allié qui s'est retiré, le Kazakhstan échappe presque totalement au contrôle de Moscou. Petit rappel, le Kazakhstan est le plus grand pays d'Asie centrale et partage la plus longue frontière terrestre continue au monde avec la Russie. Ancien membre de l'Union soviétique, il compte aussi une grande population d'origine russe dans le nord. Et c'est justement ce dernier point que les nationalistes russes mettent en avant lorsqu'ils commencent à remettre en question l'indépendance de leurs voisins, comme cela s'est produit avec l'Ukraine au cours de la décennie précédente. Et depuis 2022, ces voix se sont faites plus fortes, remettant ouvertement en question les frontières du Kazakhstan et son droit d'exister en tant qu'État souverain. Tokayev du Kazakhstan a réalisé l'un des numéros d'équilibristes les plus délicats de la géopolitique moderne. Il n'a pas rompu avec Moscou, rencontre toujours Poutine et fait de la Russie le principal partenaire d'importation. Mais ce chiffre concerne uniquement les importations. De l'autre côté, Tokayev a discrètement refusé de suivre le Kremlin dans l'abîme. Le Kazakhstan n'a jamais reconnu les républiques fantoches russes dans l'est de l'Ukraine, invoquant le droit international. Il a refusé une intégration militaire accrue à l'OTSC et a veillé à ne pas devenir une faille pour que la Russie contourne les sanctions occidentales. Le commerce d'exportation du Kazakhstan vise principalement la Chine et l'Italie. En même temps, le pays a tenté de renforcer ses liens avec la Turquie, en signant un accord en 2022 pour assembler des drones turcs sous licence. Le pays a également introduit le Taimas 8X8 à l'automne 2025, un IFC qui combine des conceptions turques et chinoises, contournant complètement la Russie en tant que fournisseur militaire. Le président de l'Association des entreprises de l'industrie de la défense du Kazakhstan, supervisant le complexe militaro-industriel, a affirmé que les normes de l'OTAN étaient plus modernes et sûres. Il y a aussi la posture géopolitique. Lors d'une réunion en 2023 avec Poutine et d'autres hauts responsables russes, Tokayev a délibérément prononcé une partie de son discours en kazakh au lieu du russe, comme le veut la tradition. En réponse à tout cela, la Russie a brusquement interrompu l'acheminement du pétrole kazakh vers l'Allemagne par la branche nord de l'oléoduc Droujba. Cet itinéraire alimentait la raffinerie stratégique de Schuilt, qui fournit le carburant à Berlin et à la région environnante. Moscou a avancé des raisons techniques peu crédibles. L'Allemagne avait d'autres sources, mais cette décision a suscité des inquiétudes pour la raffinerie de Schuilt. Le Kazakhstan n'a pas l'infrastructure pour transporter son pétrole seul. Le message était clair, défiez-nous, et vous en subirez les conséquences. Voici le retournement. L'effet de levier agit maintenant dans les deux sens. Un tribunal du Centre financier international d'Astana a ouvert la voie à la société énergétique nationale ukrainienne, Naftogaz, pour poursuivre environ 1,4 milliard de dollars d'actifs de Gazprom. C'était la première fois qu'un tribunal étranger autorisait publiquement l'exécution de cette sentence arbitrale sur le sol d'un autre pays. Le gouvernement du Kazakhstan a vite pris ses distances, son ministère de la Justice assurant qu'il n'appliquerait pas la décision, qualifiant ce tribunal d'extraterritorial. Satakiev ne va pas déclarer la guerre à Moscou, mais notez simplement que cette décision a été prise. Il y a quelques années, l'idée qu'un tribunal dans un état allié de la Russie se range du côté de l'Ukraine contre Gazprom aurait été impensable. Il y a aussi l'Azerbaïdjan, un pays qui, sur le papier, avait toutes les raisons de rester ami avec Moscou. Le tournant ici a commencé le jour de Noël en 2024. Le vol J-28-243 d'Azerbaïdjan Airlines, un avion de ligne Embraer, reliant Bakou à la ville russe de Grozny, a été gravement endommagé en plein vol et s'est écrasé près d'Aktau, au Kazakhstan, tuant 38 passagers. La cause,
selon les responsables azerbaïdjanais, et un nombre croissant de preuves, était un tir accidentel d'un missile solaire russe. Le missile aurait été tiré lors d'une opération d'interception de drones au-dessus de Grozny et a explosé près de l'appareil. L'avion endommagé aurait été refusé dans les aéroports russes et envoyé au-dessus de la mer Caspienne, où il s'est écrasé. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a accusé la Russie d'avoir abattu l'avion et tenté de cacher l'incident plusieurs jours. Il a exigé des excuses, la reconnaissance de la culpabilité et la punition des responsables. Pendant un an, Moscou a esquivé les accusations, et Vladimir Poutine a exprimé de vagues regrets, présenté des excuses, sans assumer la responsabilité. Cela a duré jusqu'en octobre 2025, lorsque Vladimir Poutine a finalement admis, lors d'une rencontre en face à face avec Aliyev, que les défenses aériennes russes étaient responsables. À ce moment, le mal était déjà fait dans leur relation. Mais ce n'était que le début. En juin 2025, les forces de sécurité russes ont perquisitionné les domiciles de personnes d'origine azerbaïdjanaise dans la ville d'Yekaterinbourg, arrêtant environ 50 personnes en lien avec des affaires de meurtres vieilles de plusieurs décennies. 2 personnes sont mortes en détention. Leurs familles et des ONG affirment qu'ils ont subi torture, passages à tabac et décharges électriques. La Russie nie toute faute et attribue un décès à une insuffisance cardiaque. L'Azerbaïdjan a annulé les événements culturels russes dans le pays et s'est retiré d'une réunion parlementaire à Moscou. Il l'a fait. C'est presque du jamais vu pour un prétendu partenaire du Kremlin. La police azerbaïdjanaise a perquisitionné les bureaux de Sputnik à Bakou, l'organe de propagande d'État russe, a arrêté ses journalistes et en a accusé certains d'être des agents du renseignement russe sous couverture. Sur le plan géopolitique, l'Azerbaïdjan soutient l'intégrité territoriale de Kyiv, fournit une aide humanitaire et énergétique et reçoit Volodymyr Zelensky pour discuter sécurité et énergie. Et alors que l'Europe s'empresse de réduire sa dépendance au gaz russe, l'Azerbaïdjan devient le maillon clé des corridors énergétiques qui transportent les ressources d'Asie centrale et de la Caspienne vers les marchés européens. Ces routes contournent complètement la Russie, ce dont Moscou se servait autrefois comme moyen de pression sur la région. D'ici, nous devons aller vers l'ouest. Avant, abonnez-vous à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos sur l'actualité géopolitique. Revenons aux alliances défaillantes de la Russie. Le premier pays occidental que nous visiterons est la Moldavie. Pendant des décennies, le levier de la Russie en Moldavie était la Transnistrie, une fine bande de territoires séparatistes le long de la frontière ukrainienne, occupée par des troupes russes depuis le début des années 1990 et soutenue par Moscou depuis lors. Ce conflit gelé a offert au Kremlin un point d'appui durable, permettant de garder la Moldavie déstabilisée et éloignée de l'Occident. Vous voyez, la Moldavie essaie de clore les chapitres concernant son adhésion à l'UE, mais l'Union européenne se méfie des pays qui ne contrôlent pas entièrement leur territoire. Chypre a rejoint l'Union européenne, mais la législation européenne ne s'applique pas dans le territoire du Nord sous contrôle turc. L'Union européenne avait proposé à la Moldavie le même modèle, mais a depuis changé d'approche et pourrait désormais exiger un règlement complet de la Transnistrie, avant de poursuivre les négociations d'adhésion. Donc, la Moldavie a changé la donne. Au lieu de négociations interminables sur le statut spécial de la Transnistrie, le gouvernement de Chisinau a adopté une stratégie discrète de réintégration. Il a aboli les privilèges fiscaux et douaniers des entreprises transnistriennes, intégrant progressivement la région au système économique et juridique moldave. Et l'Union européenne soutient cette approche. La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, est allée jusqu'à dire que le retrait des troupes russes de Transnistrie devrait faire partie des exigences de l'Europe envers Moscou. Pour le Kremlin, c'est une catastrophe au ralenti. Les responsables moldaves et européens ont accusé la Russie de tenter d'interférer dans les élections parlementaires moldaves de 2025. Ainsi, la présidente pro-européenne Maia Sandu et ses alliés ont tenu bon. Moscou est retourné à sa stratégie habituelle en essayant d'exercer une pression démographique sur les pays. Vladimir Poutine a signé un décret facilitant l'obtention de passeports russes pour les habitants de la Transnistrie, supprimant les exigences de résidence, de langue et d'histoire. C'est une tactique que la Russie a déjà utilisée en Ukraine occupée et dans les régions séparatistes de la Géorgie. Elle fabrique des citoyens, puis revendique le droit de les protéger, et envoie des troupes. Mais cette fois, il y a un autre objectif en jeu. Le président moldave a averti que le but le plus probable de la nouvelle vague de distribution massive de passeports n'est pas la protection, mais le recrutement. Les Transnistriens, citoyens russes, pourraient être enrôlés dans l'armée russe et envoyés combattre en Ukraine. Cela pourrait ne pas refléter le souhait réel des citoyens. Aucun sondage fiable n'existe sur l'opinion de la population concernant la guerre et la possibilité d'y participer.
Le dernier sondage, datant de 2016, a été mené par un institut pro-russe sur l'adhésion à la Fédération de Russie, c'est-à-dire rejoindre la Russie. Dans ce sondage, la majorité soutenait la Russie. Mais selon Carnegie, lorsque les Transnistriens ont réellement l'occasion de voter lors des élections moldaves, ils choisissent des partis pro-UE. Il n'existe donc aucun consensus sur la direction géopolitique voulue par la région. Cela indique sans doute un faible soutien pour faire la guerre en Ukraine, ce qui rendrait les efforts russes inutiles. Le fait même que la Russie adopte ces tactiques montre qu'elle cherche désespérément à éviter d'envoyer ses habitants les plus précieux des grandes villes, jusque-là épargnés par la guerre, au front. Enfin, il y a deux amis que la Russie avait en Europe, qui lui ont permis d'influencer directement ou indirectement l'économie et la géopolitique du continent. La Hongrie et la Serbie. La Hongrie était le gouvernement préféré de Poutine dans l'Union européenne. Sous le Premier ministre Viktor Orban, Budapest a retardé les sanctions, bloqué l'aide à l'Ukraine et pointé du doigt Bruxelles plutôt que Moscou. À chaque vote sur la Russie à l'OTAN ou l'UE, la Hongrie opposait systématiquement son veto, retardant ou bloquant les projets. Cette époque est révolue. En avril 2026, Orban a perdu après 16 ans, au pouvoir, lorsque son parti Fidesz a été battu par le parti TISA de Peter Magyar, et Magyar est entré en fonction en mai. Son gouvernement a aussitôt commencé à ramener la Hongrie sur la voie européenne principale. Il a levé les objections à un important paquet financier de l'UE pour l'Ukraine, et convoqué l'ambassadeur russe après des frappes ayant touché des zones peuplées de Hongrois dans l'ouest de l'Ukraine. Magyar a aussi lancé une guerre contre la corruption, ciblant les systèmes de l'ancien gouvernement Orban. Il est même allé jusqu'à entamer des démarches pour remplacer le président du pays, qui avait été nommé sous le règne d'Orban. La Hongrie commence aussi à se détacher de la Russie, notamment pour les importations de pétrole et de gaz. Bien que Magyar ait déclaré directement qu'il ne voyait pas la Hongrie devenir totalement indépendante de la Russie, car l'énergie russe reste constamment la moins chère, il a avancé 2035 comme date limite pour trouver de nouvelles sources. Enfin, il y a la Serbie, sans doute le cas le plus révélateur. Depuis des décennies, Moscou présente la Serbie comme une nation sœur, unie à la Russie par l'orthodoxie et le monde slave. La Serbie gardait aussi de profonds griefs non résolus envers l'OTAN et l'Occident. Lorsque la guerre en Ukraine a débuté, la Serbie a joué sur les deux tableaux, laissant entrer les Russes sans visa et délivrant ensuite des milliers de permis de séjour temporaires. À la fin de 2023, on estimait que 200 000 Russes se trouvaient dans le pays. Et d'ici 2025, 64 000 d'entre eux avaient obtenu des permis de séjour pour créer leurs propres entreprises et poursuivre leur vie dans un pays qui entretient des liens étroits avec l'Union européenne. La Serbie a refusé de sanctionner Moscou, invoquant son expérience des sanctions après la dissolution de la Yougoslavie, préférant cela à un alignement sur l'Union européenne et l'OTAN. Mais même ce lien s'effrite. L'Union européenne a critiqué la position apparemment pro-russe, allant même jusqu'à menacer d'imposer une restriction de visa au pays s'il ne ralentit pas l'accueil des citoyens russes. Lors d'une interview à Politico en marge d'un sommet à Prague, Ana Brnabić, présidente du Parlement serbe et ex-première ministre, s'est vue demander si la Serbie pouvait vraiment maintenir des liens fraternels avec Poutine, tout en visant l'adhésion à l'Union européenne. Elle a affirmé que la Serbie partage les valeurs de l'Union européenne, condamne la guerre et soutient l'intégrité de l'Ukraine. La relation entre la Serbie et la Russie a même été carrément décrite comme n'ayant rien de fraternel. Le pays a également exporté pour 920 millions de dollars d'armes et de munitions vers l'Ukraine, bien que de manière indirecte via des tiers comme la Bulgarie et la Tchéquie. Sous pression d'arrêter les exportations, le président serbe a d'abord annoncé leur suspension, puis a finalement repris les livraisons à des partenaires européens, sans se préoccuper de la destination finale des armes et munitions. Bien que les montants soient dérisoires face aux exportations des États-Unis et d'autres membres de l'OTAN, la Serbie possède une importante industrie de l'armement, reprenant les modèles yougoslaves inspirés de l'Union soviétique. Cela signifie que la Serbie produit en réalité des munitions comme les obus de 122 et 152 mm, que l'Ukraine peut utiliser dans ses véhicules blindés les plus nombreux, plutôt que le standard de 155 mm, adopté par l'OTAN. De plus, les munitions serbes sont bien moins chères que celles produites en Occident, ce qui signifie qu'elles peuvent être incluses en plus grand nombre dans les lots d'armes fournis par les pays européens. Et ensuite, vous avez les médias russes, qui affirment que la Russie a été trahie par une nation relativement insignifiante, avec une population à peine supérieure à 7 millions d'habitants, qui n'est pas géographiquement proche de la Russie, qui n'a pas été historiquement alignée avec l'Union soviétique,
et qui est candidate à l'Union européenne depuis près de 15 ans maintenant. Quand il faut aller aussi loin pour caractériser des alliances, cela montre à quel point la Russie est isolée dans la géopolitique mondiale. Prenons donc du recul et regardons l'ensemble du tableau. L'Arménie se tourne vers Washington. Le Kazakhstan, sous pression mais toujours debout, cherche à se rapprocher de la Chine et de l'Europe. L'Azerbaïdjan mène des raids contre les bureaux de propagande russes et s'équipe de drones turcs. La Moldavie démantèle le dernier bastion de la Russie. La Hongrie a évincé l'homme de Poutine, et la Serbie refuse d'appeler la Russie une sœur. La guerre en Ukraine, lancée par Vladimir Poutine pour réaffirmer la domination russe sur son ancien empire, a produit l'effet inverse. Elle a brisé le mythe de la puissance russe, et fait de la Russie un acteur inexistant pour les alliances géopolitiques mondiales. C'est pourquoi les sièges vides sur la place rouge sont si importants. Le défilé de 2026 a montré que la Russie n'a plus personne sur qui compter, à part elle-même. Et même cela n'était plus une certitude, car la confiance intérieure envers Poutine s'érode lentement. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo et assurez-vous de rester abonné pour recevoir les dernières actualités sur la géopolitique mondiale.